Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là. On va discuter aujourd'hui d'une problématique qui vous concerne tout particulièrement, vu l'âge moyen de la salle. C'est les métiers de demain, à quoi ils vont ressembler, sachant que ça va être complètement reconfiguré. Quasiment aucun des métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, ne seront pratiqués de la manière dont on les pratique aujourd'hui. Ça concerne tous les secteurs, de la médecine à l'aéronautique, en passant par la livraison. Bref, c'est très très large. Et on a la chance d'accueillir aujourd'hui 3 spécialistes de la robotique et de l'intelligence artificielle, qui sont les 2 révolutions en marche actuellement, qui sont en train de bouleverser la manière dont on va travailler dans le futur, et qui vont vous parler de ces évolutions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et se dire que peut-être dans 10 ans, on aura tous été remplacés par des robots? Ou alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement d'être tous remplacés par des robots au travail? Parce que comme ça va libérer notre énergie, ça va libérer notre créativité pour faire d'autres choses. Et donc, du coup, c'est une bonne nouvelle. Ou à l'inverse, ce remplacement massif, en fait, ça va pas être producteur de richesse, et donc ça va accroître la paupérisation de tout le monde, accroître le chômage massif. C'est ce genre de problématique qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc d'abord, je vais commencer par vous présenter nos invités. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Thierry Weil, déjà. Alors Thierry, vous êtes membre du conseil académique de l'Académie des technologies. Vous êtes professeur à Mines Paris, et vous êtes animateur de la chaire Futur de l'industrie du travail au CNRS. Jade Lemaître, vous êtes directrice générale de Proxinov, qui est un cluster et centre technique en robotique industrielle. Et vous êtes également donc experte en intelligence artificielle et en robotique à la Commission européenne. Et enfin, Nicolas Hazard, vous êtes fondateur d'Inco et auteur de Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui est paru aux éditions Flammarion. Et vous expliquerez peut-être tout à l'heure à notre jeune public tous les métiers qui se dessinent déjà en ce moment et qui pourraient être amenés à devenir le métier d'énormément de personnes dans les décennies à venir. On va commencer par un petit exercice un peu rigolo. Je vais vous raconter 4 histoires. Et ces 4 histoires, elles sont censées nous faire deviner un peu à quoi ressemblera le futur du travail à un horizon de 10, 20, 30, 50 ans. Et nos experts, à chaque fois que je vais raconter chacune de ces histoires, font décider si cette histoire est intéressante ou si elle est complètement anecdotique et qu'en fait, elle n'annonce absolument aucune transformation dans le secteur du travail. Vous comprenez un peu le délire ? Ok, super. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'avant d'interroger les experts, je vais vous demander à vous si vous trouvez que l'information est importante et qu'elle annonce vraiment une transformation radicale de nos manières de travailler, ou si en fait on n'en parlera plus dans 2 mois. Ok ? Bon, je commence. Je vous raconte la première histoire. Alors la première histoire, tout est vrai, hein ? C'est un robot qui réalise une opération chirurgicale sans aucune intervention humaine. Donc jusqu'à présent, les robots chirurgiens assistaient des chirurgiens humains dans les opérations. Ça, vous voyez un petit peu, si vous avez regardé Grey's Anatomy, par exemple. Je sais pas. Aux États-Unis, le système STAR a réalisé une première opération complexe, entièrement seul sur un humain, et aurait mieux réussi qu'un chirurgien humain qui aurait réalisé l'opération à sa place. Les gestes ont été plus précis, sans aucun tremblement. Le robot était équipé de caméras infrarouges et d'un logiciel pour suivre la procédure très précise, seconde par seconde. À votre avis, est-ce que ça, pour le futur de la médecine, c'est anecdotique ou c'est le signe d'une vraie révolution ? C'est le signe d'une vraie révolution pour toi ? Alors, on pourrait sauver plus de vies, oui. Mais qu'est-ce que ça dit aussi des chirurgiens, à ton avis ? Ouais. Et ben voilà, potentiellement, c'est la suppression de milliers et milliers et milliers de métiers de chirurgiens, puisqu'on se rend compte qu'en fait, les robots font mieux le job. Donc, on va poser la question à nos experts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Qui veut commencer, Nicolas? Moi, ça me parle beaucoup pour une raison, c'est que c'est le premier chapitre de mon livre, donc ça tombe plutôt bien. Où, pour le coup, c'est une expérience européenne qui a été faite, et en France, on est les premiers en France à avoir permis de faire des opérations à distance, à cœur ouvert notamment, qui ont été testées avec des robots qui ont été créés à Rouen, pas très loin d'ici. Et donc là, pour le coup, c'est le médecin qui fait l'opération à distance, mais en tout cas qui est accompagné d'un robot pour le faire. Donc bien évidemment, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Et en même temps, qu'est-ce que ça dit pour le futur de la profession? C'est très prometteur, c'est magnifique. En même temps, c'est un peu caractéristique qu'on s'ébobisse devant une première américaine, parce que je rappelle que ça fait plus de 21 ans que la première opération en téléchirurgie a été faite par un chirurgien français, Jacques Maresco, qui depuis New York a opéré un patient qui était à Strasbourg. Et à l'époque, ce qu'on craignait le plus, c'était que les lignes de télécom flanchent, parce que la robotique, elle, était au point. Alors, ce n'était pas, comme aujourd'hui, un robot qui fait tout seul l'opération. Oui, c'est quand même une grosse distinction. Il y avait un humain qui le commandait, mais finalement, 21 ans pour être passé de cette première française à un chirurgien qui peut opérer à distance en commandant un robot qui se débrouille tout seul pour raccorder de bouts de tuyaux. Anamostose, ça fait très chic, mais en fait, c'est recoudre ensemble de bouts de tuyaux. Alors certes, dans un environnement compliqué, parce qu'il y a des nerfs, il y a des artères, il y a des vers, il y a des veines, il y a des tas de trucs qu'il ne faut pas trop abîmer, mais c'est un progrès qui repose quand même sur une longue tradition. Donc pour moi, c'est juste un jalon dans un long progrès. Je vais être d'accord avec vous, Thierry. Pour moi, c'est un grand progrès, certes, mais on est au milieu du ruisseau du progrès. Ça fait 15 ans que les hôpitaux des pays riches, un petit peu partout dans le monde, sont déjà équipés de robots d'assistance pour les chirurgiens. Donc en fait, maintenant, les chirurgiens, ils ont déjà cette capacité d'être accompagnés par des robots qui vont leur enlever le tremblement, qui vont leur apporter de la précision, etc. Et en fait, le succès d'une opération, il ne se mesure pas seulement à la fin de l'opération, quand le chirurgien il a refermé une plaie. Le succès de l'opération, il se mesure aussi 6 mois après cette opération. En combien de temps est-ce qu'on a guéri? Est-ce qu'on a développé d'autres maladies après l'intervention chirurgicale ou pas? Et donc, typiquement, c'est ce que les robots apportent aux chirurgiens. Donc, on n'enlève pas le geste du chirurgien, mais on apporte un bien-être au patient parce que l'opération va être plus rapide et du coup moins invasive. Si vous avez déjà été opéré dans un hôpital, vous voyez un petit peu ce que ça vous supporte en termes de soins derrière, post-opératoire. Et donc au final, cette opération-là, c'est très bien d'avoir réussi à déléguer une partie au robot. Et donc au final, pour moi, dans le futur, on verra de plus en plus des tâches de routine qui pourront être performées par des robots, pendant que le chirurgien, lui, va aller s'adapter à une nouvelle opération grâce à tout le savoir qu'il a accumulé. Parce qu'au final, on reste humain et donc foncièrement adaptable, tandis qu'un robot, lui, va toujours tenter d'améliorer quelque chose qu'il a appris. Donc vous répondez en étant assez optimiste quand même pour le métier de chirurgien à l'avenir. Oui. Il trouvera une manière pragmatique. Il trouvera une manière de se réinventer. Donc on n'aura pas de destruction massive de postes comme on évoquait tout à l'heure, dont on évoquait tout à l'heure la possibilité. Et donc du coup, anecdote ou historique? Historique. Consensus? Oui, progrès. Jalon d'un progrès. Ok, super. Alors là, on va parler d'un truc très très bizarre. Des araignées mortes réincarnées en robots. Voilà. Alors il va s'agir de définir si ça c'est anecdotique ou historique. Des chercheurs travaillent sur la robotique souple et ils ont mis en place un robot grâce au corps d'un insecte décédé. Pas n'importe lequel, du coup un insecte très sympathique, une araignée, afin de profiter et de contrôler sa pince. Vous voyez les pinces des araignées. Bon. Le choix des araignées s'explique par leur anatomie spécifique, dont les muscles sont contrôlés par un système hydraulique, à l'instar de nombreuses machines du milieu industriel. La robotique souple est en effet prometteuse pour accomplir des tâches précises et manipuler des objets fragiles. Son usage dans l'exploration spatiale pourrait être très pertinent. Alors, à votre avis, anecdotique, révolutionnaire, historique? Ça vous inspire rien? Si, il y a une main levée. Là. Ah, oui, jeune homme. Révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire?
l'idée de s'inspirer de l'araignée. Aïe, un jeune homme a le micro. Après, je trouve que c'est tout de même un peu anecdotique parce qu'il va falloir plusieurs années, peut-être des dizaines, pour arriver à un bon résultat. Alors, je pose la question à nos experts, anecdotique ou historique? Sensationnaliste. Sensationnaliste. Je dirais anecdotique sur l'araignée. La robotique souple, c'est effectivement un grand jalon dans la robotique. Peut-être expliquer un peu quoi ça constitue. Alors, habituellement, quand vous avez un robot tout seul, c'est pas très intelligent. Au bout d'un robot, vous avez une pince. En général, elle est plutôt faite avec des matériaux qui sont durs parce qu'il faut aller prendre quelque chose comme ça. Et maintenant, on commence à utiliser la robotique souple pour pouvoir s'adapter au maximum à un environnement qui n'a pas été fait pour les robots. Par exemple, une pince. Voilà, là, je suis souple parce que je vais entourer un objet pour le prendre. Et donc, effectivement, c'est un grand jalon parce que c'est techniquement très compliqué. Ça fait une bonne vingtaine d'années que la recherche est sur la robotique souple. D'ailleurs, vous avez un très grand chercheur de robotique souple qui a participé au film Baymax de Disney, je crois, Disney ou Pixar. Mais le côté les araignées mortes, c'est juste un peu de sensationnalisme. C'est quand même un petit peu de sensationnalisme. Ok, on passe au suivant. Moi, je dirais quand même, il y a quelque chose d'historique. Alors, c'est pas l'araignée qui est un peu anecdotique, parce qu'on peut faire ça avec des bouts de plastique, comme le font les gens qui font de la robotique souple, mais c'est la découverte ou la croissance de ce qu'on appelle le biomimétisme, ou les méthodes bio-inspirées. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la nature, en quelques millions d'années d'évolution, a essayé des tas de trucs, et que les trucs qui marchaient ont plus prospéré que les trucs qui ne marchaient pas, et qu'on a des tas de leçons à prendre. Des trucs comme le velcro, ça a été inventé en imitant la nature. Et le fait de se rendre compte que des pattes d'araignée, c'est une solution extrêmement efficace pour attraper un objet et le reposer, et du coup en tirer des leçons sur comment faire des robots souples. Alors, avec des araignées mortes, ou avec des vérins, des plastiques, etc., comme ont tendance à le faire les roboticiens, parce que c'est quand même un peu plus fiable, un peu plus durable, c'est important. Mais ce qu'il y a de nouveau et de plus en plus intéressant, c'est de, après avoir fait de l'ingénierie, en faisant des maths, en faisant de la physique et tout, maintenant on observe des solutions trouvées dans la nature, et on s'aperçoit que sur des tas de problèmes, la nature offre des tas de solutions. Donc je dirais, il y a un fait historique, c'est la redécouverte de s'inspirer de solutions naturelles. Et puis, un fait anecdotique, c'est cette application avec un cadavre d'araignée. Ouais. Donc, le biomimétisme, c'est quand on s'inspire de la nature, typiquement du fonctionnement de l'araignée dans le secteur de la robotique. Alors, une autre anecdote, on verra si c'est révolutionnaire ou pas. Aux États-Unis, un syndicat voit le jour chez Amazon dans un contexte de robotisation des entrepôts. En avril 2021, des milliers de salariés d'Amazon ont permis la création du premier syndicat de l'entreprise des États-Unis, l'Amazon Labor Union, sachant que les syndicats aux États-Unis, c'est extrêmement rare, c'est pas du tout dans la culture du pays. Jusque-là, l'un des plus gros employeurs américains avait réussi à contourner toutes les revendications de ses salariés. L'objectif est à présent d'étendre cette coalition à l'international dans tous les entrepôts Amazon partout, sachant qu'il y en a aussi énormément en France. Cette syndicalisation est d'autant plus importante que le groupe domine le marché de la robotisation des entrepôts, ce qui lui a permis de faire entrer l'e-commerce dans les livraisons en 24 heures. Sans la robotisation, vous ne pourriez pas vous faire livrer quelque chose en un jour par Amazon. Donc c'est très important. Et bientôt, des entrepôts surtout seront 100% automatisés. Et ça, il faut le relier avec une actualité récente. Amazon, pour la première fois de son histoire, va licencier des milliers de salariés et c'est lié justement au fait qu'ils ont réussi à robotiser énormément des tâches qui étaient effectuées par les salariés dans les entrepôts. Alors, est-ce que vous considérez ça comme anecdotique ou comme révélateur d'une tendance très profonde dans l'histoire du travail ? C'est compliqué. C'était pas la main ? Non. C'est compliqué. Oui. Ça va tout de même être historique, comme le terme de tout à l'heure, parce que ça veut dire que des milliers d'employés sont licenciés et si ça continue comme ça, peut-être que
le robot prendra totalement la place de l'homme dans tous les travaux? Effectivement. Alors, est-ce que c'est un diagnostic qui est partagé par nos experts? En fait, ce qui est historique, c'est pour les États-Unis. C'est un événement historique aux États-Unis, plus qu'ailleurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays comme en Europe où les syndicats ils existent aussi, ils sont obligatoires de toute façon, y compris si c'est des boîtes américaines. À un moment, quand on a une activité dans un pays, on respecte les lois du pays. Donc ça, pour l'Europe, c'est pas tant une nouveauté, mais pour les États-Unis, c'est historique parce qu'effectivement, il y a peu de syndicats. Enfin, il y en a des puissants qui existent, mais pas partout. Et donc, il y a une prise de conscience là-dessus. Et quand on voit l'élection de Donald Trump aussi, il y a quelques années, qui revient maintenant, c'est aussi beaucoup parce qu'il a beaucoup joué sur cette angoisse qu'il y a par rapport aux salariés qui vont se faire remplacer soit par des Chinois ou soit par des robots. Et donc voilà, c'est cette peur aussi qui est présente et qui, à mon avis, c'est pour ça que moi j'ai voulu écrire ce livre aussi, c'est pour montrer que finalement il y a matière à être optimiste finalement. Il ne faut pas juste voir la chose sous le phénomène uniquement de la destruction d'emplois, parce qu'il y a aussi beaucoup de création d'emplois, mais ça on développera ça tout à l'heure, je pense. Absolument. Je vous propose qu'on passe à la seconde partie du débat. Attendez, je voudrais juste... vous dites que c'est historique, c'est exceptionnel. On peut aussi le voir comme un retour à la normale. Ça fait un siècle que l'Organisation internationale du travail a été fondée, 102 ans pour être précis, en disant s'il y a des pays où les gens sont très protégés, mais d'autres où ils ne sont pas, qui peuvent leur vendre leurs produits, on va aller vers les salaires des moins protégés. Et c'est pour ça que l'Organisation internationale du travail a été fondée. Si vous allez, après notre discussion, voir l'exposition dans la salle à côté sur l'évolution industrielle, la montée en puissance des syndicats qui essayaient qui permettait aux gens de discuter collectivement, de se protéger un peu, de négocier de meilleurs salaires. C'est un phénomène qui a lieu dans tous les pays, et notamment aux USA, avec des syndicats très puissants dans l'automobile, dans des tas d'industries. Et c'est plutôt une exception historique que dans les entreprises high-tech de la Silicon Valley ou des USA, il n'y ait pas eu de syndicats. Et par contre, c'est un retour dans l'ordre des choses. C'est un retour dans l'ordre des choses, et c'était dans l'ordre des choses aussi que les grandes entreprises essayent d'éviter aux syndicats d'être trop puissants, puisque ça ne les arrangeait pas toujours. Donc Amazon devient une boîte normale après 30 ans d'existence. Je Vous avez une question, monsieur ? Il me semble que dans votre sujet, il y a deux choses qui sont peut-être pas tout à fait liées. C'est d'une part la robotisation des ateliers, et d'autre part les conditions de travail. Quand il n'y a que des robots, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lieu de faire un syndicat, parce que pas d'employés. À mon avis, c'est deux sujets différents que vous mélangez à l'époque. Et que je propose du coup, je propose une partie de réponse. C'est simplement qu'il y a plusieurs problématiques à aborder. Oui, il y a toujours de toute façon, il y a toujours deux côtés d'une histoire, mais je trouve ça intéressant pour Amazon et plutôt bien et historique que enfin il y ait une création de syndicats, parce que les États-Unis c'est quand même un pays où on peut se faire virer du jour au lendemain. Il faut le rappeler, oui. Voilà. C'est pas le droit du travail français. C'est vraiment très différent du droit du travail français. Vous pourrez en parler avec vos professeurs et puis avec vos parents. Globalement, en France, il y a une entreprise qui a fait l'inverse. C'est une entreprise qui fait également du e-commerce, énormément de e-commerce. C'est le groupe LDLC. Eux, ils vendent du matériel informatique. Ça parlera à tous les gamers ici. Et ils ont une très grosse activité de e-commerce avec un entrepôt qui est partiellement automatisé. Et eux, l'année dernière, ils sont passés à la semaine de 4 jours. Les employés ne travaillent que 4 jours par semaine. Et donc, ils ont un jour de repos supplémentaire. Et en faisant ça, ils ont gardé le même volume d'emploi. Et même du côté des entrepôts, ils ont un petit peu recruté pour compenser la journée supplémentaire. Et ils ont continué à avoir une croissance de chiffre d'affaires. Donc, la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise n'est pas forcément proportionnelle à son taux de robotisation et à son taux d'employés humains. Mais voilà. Quand c'est bien fait, ça peut être bénéfique. On présente souvent les robots comme des ennemis qui vont enlever le travail des gens, etc. Mais en fait, moi, je vois les robots comme des machines qui vont permettre à l'homme de se libérer d'une partie d'un travail stupide, la plupart du temps, qui est possible de faire par des machines. C'est l'un des aspects qu'on va aborder dans le débat, oui, absolument. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que, comme dit Madame, est-ce qu'on en profite pour que les gens aient de meilleures conditions de travail ?
ou est-ce qu'on en profite pour gagner plus d'argent et mettre des gens au chômage, quoi. C'est ça la question, en fait. C'est toute la question, et je pense que j'ai mon opinion sur Jeff Bezos, mais... Mais en tout cas, le groupe LDLC a prouvé qu'on pouvait diminuer la charge de travail et continuer à faire de l'argent, donc ça aussi, c'est intéressant à voir. C'est extrêmement intéressant. Je vous propose quand même qu'on passe à la seconde partie du débat. Là, c'est à nouveau sous forme de jeu un peu interactif. Chacun des experts qui sont présents va vous présenter ce qu'il considère comme un signal fort, justement, une anecdote qui n'en est pas une, mais qui est plutôt révélatrice d'une profonde transformation de notre rapport au travail sous l'effet des progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et vous pourrez lui poser des questions par rapport à ce signal fort qu'il va vous présenter. Ça marche ? Nicolas ? Non, je vais laisser mes amis, comme ça je pourrais rebondir sur ce qu'ils disent. Parce que comme ils rebondissent toujours sur ce que je dis, comme ça on change les choses, c'est cool. Ok, comme vous voulez, Nicolas. Cool. Du coup, Jade, je vous laisse commencer. D'accord. Votre signal fort. Ouais. Alors moi, mon signal fort, c'est ce qu'on appelle le plan France 2030 en France. Donc c'est le gouvernement qui a décidé de faire un grand plan d'action avec des poches de financement pour relancer une partie de ce plan, c'est pour relancer l'industrie française. Et le but du jeu, c'est grâce à ce plan et grâce à la grande tendance du fabriqué en France, depuis que le Covid nous a montré que c'était intéressant d'avoir des choses fabriquées en France et pas à l'autre bout du monde. Grâce à ces deux tendances cumulées, il prévoit la création de 460 000 emplois dans l'industrie d'ici 10 ans. 460 000 emplois dans l'industrie, c'est pas rien. C'est 15% de ce qui existe à l'heure actuelle dans l'industrie. Donc c'est plus 15% d'emplois. À l'heure actuelle, en France, il y a à peu près 3 millions d'emplois dans l'industrie. Et donc ça, c'est juste quand on regarde les usines, ces emplois-là. Parce qu'au final, quand on voit un emploi se crée dans l'industrie, il va nourrir aussi toute une filière derrière de sous-traitance, d'approvisionnement, qui va faire que le bénéfice direct de cet emploi va être x3, x4 par rapport à la création d'un emploi dans une autre filière, par exemple. Et du coup, ces emplois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas se faire tout seuls. C'est-à-dire que quand on rapatrie une production qui se faisait, par exemple, en Asie, et qu'on veut la faire en France, si on veut garder un produit qui a à peu près le même coût, on ne peut pas la fabriquer comme on l'a fabriqué en Asie. Quand on fabrique en Asie un produit, c'est que des humains qui travaillent dessus. Vous pourrez aller regarder des vidéos sur Internet, c'est des conditions de travail que vous ne voulez pas avoir. C'est du travail 15 heures par jour, dans des conditions où vous n'avez pas la table à la bonne hauteur, vous avez mal au dos, vous dormez entassé à 10 dans une pièce. C'est des conditions qu'on ne peut pas avoir en France. Et donc, pour faire en sorte que ce produit continue à être fabriqué correctement en France, eh bien, il faut robotiser une partie de ce process. Donc, ces emplois-là, ils vont être créés aussi en lien toujours avec de la robotisation. Et à partir du moment où vous mettez juste un robot dans une usine, eh bien, vous faites vivre celui qui va installer le robot, celui qui l'a fabriqué et celui qui va le maintenir dans le temps. Donc vous avez 3 emplois qui vont continuer à vivre et qui vont même grandir rien qu'avec l'installation de ce robot-là. Ça, c'est mon signal faible et fort. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir et de poser des questions par rapport à ça ? Non, personne ? On passe au prochain signal ? Thierry ? Alors moi j'ai un signal qui est simple, qui est que le robot va remplacer l'homme, mais pas la femme. En tout cas, les hommes de ma génération, pas forcément ceux de la vôtre, si vous y prenez bien. Donc c'est important. Alors d'abord, je voudrais quand même dire un truc, c'est qu'un robot n'occupe pas un emploi, il n'a pas un contrat de travail, il fait certaines tâches. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du chirurgien, le fait d'opérer et de coudre de 2 organes, c'est une toute petite partie du travail du chirurgien, où effectivement le robot va peut-être faire cette petite partie du travail, mais un emploi c'est beaucoup plus qu'une tâche, et quand un emploi c'est juste une tâche, par exemple aller chercher toute la journée des colis dans un entrepôt Amazon, c'est pas forcément les emplois qu'on regrettera le plus. Donc, il y a des chiffres qui circulent. Alors, il y avait dans l'introduction 14,6%, je crois, des emplois sont menacés par les robots. Ces chiffres n'ont aucun sens. D'abord, de dire avec 3 chiffres significatifs, 14,6, ça donne l'impression qu'on est précis, alors que c'est
15 à 20, 10 à 20, au mieux, on a le premier chiffre. Il y a des études qui disent 50% des emplois sont menacés, d'autres disent qu'il va y avoir 15% de création d'emplois. Donc 15%, c'est avec certaines conventions ce que calculent les experts. Mais surtout, il ne faut pas parler en emploi menacé. Le travail de presque tout le monde va être profondément transformé, parce qu'un chirurgien ne fera plus certaines tâches et va se concentrer sur d'autres tâches, comme d'expliquer au patient ce qui va lui arriver, voir avec lui la meilleure manière de le soigner. Et donc, c'est la nature du travail. Et là, c'est quasiment 100%, bon, peut-être pas 100, mais 80% des gens pour qui la nature du travail va bouger. Mais pourquoi je disais que le robot remplace plus facilement l'homme que la femme? C'est parce que de plus en plus, dans les univers de production, ce qui compte, c'est la performance collective. Dans une usine, s'il y a un gars qui travaille très bien, mais qu'avant lui ou après lui, les gens travaillent mal, le produit va être nul, même si un gars travaille bien. Donc l'important, ce n'est pas de bien travailler, mais que tout le monde travaille bien. Mais même dans une relation de service individuel, si un prof est très savant, mais que ses élèves n'ont pas envie de l'écouter, les élèves ne vont rien apprendre. Donc ça se passe à deux, ça se passe dans la relation, le fait que les élèves apprennent. Si un médecin est extrêmement compétent, mais que le patient n'a pas envie de faire ce qu'il dit, n'a pas envie d'observer son traitement, le patient ne sera pas soigné. Donc, les gens qui vont vraiment aider bien travailler, c'est les profs qui donnent à leurs élèves envie de travailler avec eux et d'apprendre quelque chose. C'est les médecins qui aident leurs patients à avoir envie de se soigner et de bien le faire. Et c'est plus généralement dans un environnement de travail ceux qui vont pas seulement s'occuper de faire bien ce qu'ils font, mais voir que tout le monde autour d'eux va bien et dans de bonnes conditions pour bien travailler, repérer ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, se soucier de ce qui ne va pas, même si ça n'a rien à voir avec le boulot, pour que globalement, tout le système fonctionne bien, plutôt que de dire « moi je suis un héros, j'ai vachement bien fait mon boulot », et si ça ne marche pas globalement, c'est que les élèves sont nuls, les patients sont nuls, les autres ouvriers de mon atelier sont nuls. Et ça, dans notre éducation, alors peut-être plus celle que j'ai subie que celle que vous avez ou vous allez avoir, on a plutôt tendance à former les garçons à être très compétitifs, à gagner le match tout seul. Et d'habitude, c'est statistique, hein, ce que je dis, c'est pas forcément vrai pour chacun. Les filles sont plus éduquées à être en mode coopératif, à être en mode efficace et à s'occuper du fait que tout le monde va bien. Donc, les robots et l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui s'occupent d'être très bons tout seuls et qui ne s'occupent pas de la qualité des relations et de ce qui se passe autour d'eux, et pas ceux qui s'occupent de réussir ensemble. Alors, à vous de faire en sorte, pour ne pas avoir une éducation trop macho et pour que même les garçons qui sont ici ne soient pas remplacés par des robots ou des intelligences artificielles. Voilà, donc vous avez tout intérêt à être féministe si vous ne voulez pas être au chômage dans 20 ans, messieurs. C'est la société du futur. Voilà. Vive la société du futur. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette analyse? Est-ce que ça vous parle, vous, les valeurs féminines au travail, les valeurs masculines? Alors c'est statistique, hein, évidemment. Bien sûr, c'est statistique, mais ça vous parle, vous? C'est une moyenne. Ouais, tu veux faire une remarque? Les filles, elles sont souvent plus persévérantes. Plus persévérantes? Oui. Du coup, tu passes le micro Alors, à ton pote. ça, de toute façon, quel que soit le boulot, le fait d'être persévérant, c'est plutôt bien. C'est aussi une qualité qu'on apprend. C'est pas une qualité qui vient de manière innée. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que les qualités qu'on attribue aux femmes et aux hommes, c'est les qualités pour lesquelles on a été sociabilisés. Donc c'est des qualités qu'on a apprises. Et donc tout l'enjeu pour le futur, du coup, pour que les hommes acquièrent ces mêmes compétences, c'est que ce soit une éducation égalitaire où on enseignerait les valeurs qui demain seront compétitives sur le marché du travail, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Est-ce que c'est clair pour vous, cette analyse? Ça va? Ok, super. En gros, la part humaine, qu'est-ce qui fait qu'on sera toujours supérieur au robot ou à l'intelligence artificielle? C'est l'empathie, c'est la capacité à évoluer en groupe et à faire de la collaboration, etc.
toutes ces valeurs qui ont été associées au féminin pendant des siècles et qui, au final, en fait, vont devoir se diffuser dans l'ensemble de la société, au-delà des seules femmes qui sont quand même 50% de la population. 51. 51 maintenant en plus. Nous sommes majoritaires. Nicolas, du coup ? Moi, je voulais rebondir sur ce qu'on avait dit sur Amazon. Ouais. Il y a une nouvelle, là, il y a plus de 500 000 robots aujourd'hui dans les entrepôts Amazon. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Enfin, c'est pas du monde d'ailleurs, mais ça fait beaucoup de... voilà, c'est assez intéressant de voir 500 000 robots dans les entrepôts. On vient de dépasser la barre des 500 000 robots dans les entretiens Amazon, dans les entrepôts Amazon. C'est impressionnant. Moi, je remets ça par rapport à une entreprise française que moi j'ai suivie qui s'appelle Exotech, qui est une entreprise du nord de la France qui a créé des robots pour les entrepôts. Alors pas pour Amazon, mais pour tous les autres et tous les concurrents. Et donc, ils utilisent des robots un peu qui vont... en gros, vous voyez, le travail de préparateur de commandes, c'est j'ai une liste avec plein d'objets dans un grand entrepôt. Et aujourd'hui, c'est des gens qui font ça. Et il y a beaucoup d'emplois qui sont notamment sur les territoires ruraux, là où se mettent les grands entrepôts Amazon. Il y a des gens qui vont prendre votre commande et qui vont aller tout chercher. Et aujourd'hui, il y a des drones qui fonctionnent en 3D et qui permettent du coup d'aller vous préparer votre commande. Voilà. Et aujourd'hui, on calcule que c'est entre 5 à 10 fois, ça dépend des technologies, que ces petites machines peuvent aller plus vite que l'être humain. Et donc, c'est ce qu'on disait auparavant. Vous dites ah oui, mais ça va détruire des emplois, ça va détruire des emplois. Et ce que je comprends, c'est la préoccupation numéro 1. Mais on peut voir effectivement le revers positif en fait, de la le médaille. revers positif, c'est quel emploi ça va détruire. Les préparateurs de commandes, les caristes, c'est des emplois qui sont extrêmement pénibles. Qui vraiment, on voit des gens qui ont des problèmes très vite au dos, etc., qui sont très vite en arrêt maladie. C'est beaucoup d'intérim, c'est très compliqué. Et donc finalement, et c'est ce qu'on dit, et c'est moi pour ça que j'ai une vision plutôt optimiste, c'est que ces métiers-là, ils vont être remplacés. Et petit à petit, ils seront remplacés, c'est un fait. Et on peut le déplorer, mais c'est compliqué d'aller à l'encontre pour dire qu'il faut absolument protéger ces emplois. Il y a plein d'emplois qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui. À un moment, avant qu'on ait des radios réveil, il y avait quelqu'un qui son job, c'était d'aller en bas de toutes les maisons de tout le monde dans les villes pour sonner la cloche, pour dire il est 7h ou 6h, il faut se réveiller. Ça, c'est un job qui n'existe plus. Aujourd'hui, il y en a un qui fait ça, on lui balance des tomates. Pareil... il y a des gens qui portaient, avant qu'il y ait de l'électricité, qui portaient des bougies et qui passaient tout le temps à vous éclairer, à porter des bougies, à amener... voilà. Et donc, il y a énormément... Donc, la majorité enfin, pas la majorité, mais une grande partie, en tout cas, des emplois sont amenés de toute façon à se transformer avec les nouvelles technologies. Et donc, pour moi, la problématique numéro 1, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour occuper les jobs qui vont se créer. Si je reprends l'exemple d'un entretien logistique, Amazon ou autre, si je reprends ça, ok, les préparateurs de vos commandes, ils disparaissent. Mais en gros, il y a aussi des postes qui vont servir d'ingénieurs pour gérer tous ces robots qui travaillent. Il y a aussi des jobs de service client. C'est-à-dire qu'il faudra, ce qui fera la différence entre un entrepôt et un autre à technologie égale, c'est finalement le service client qu'on aura. Si votre objet il n'est pas bien, à pouvoir appeler quelqu'un, si vous n'arrivez pas à le faire marcher, etc. Donc on aura besoin d'humains pour faire ça. Mais ce n'est pas les mêmes jobs. Et donc le piège, c'est de se dire, mais en fait c'est facile, on va prendre tous ceux qui ont été licenciés et on va les mettre sur les nouveaux jobs. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que ça demande des compétences qu'ils n'ont pas nécessairement. Et donc, pour moi, la clé sur laquelle il faut vraiment insister, c'est la formation, c'est l'éducation et c'est comment on prépare, et ce qu'on ne fait pas assez aujourd'hui, comment on prépare les individus, les salariés d'aujourd'hui et de demain à cette révolution industrielle. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se former parce que cette révolution industrielle par rapport à d'autres fait que ça va beaucoup plus vite. Et donc c'est fini, vous n'allez pas aller à l'école, avoir votre diplôme, travailler pendant 42 ans ou 45 ans et après partir à la retraite. Ce triptyque, il n'existe plus. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler et ensuite, il faudra tout au long de sa vie aller se reformer parce que les technologies changent. Il faudra tout le temps retourner un peu à l'école d'une manière ou d'une autre. Et voilà, et c'est quelque chose qui est important et donc il faut s'y préparer. Voilà, on vous annonce plein de bonnes nouvelles. L'école, ce sera jusqu'à la fin, Ouais, jusqu'à 60 ans. Et tu étais censé être optimiste. Alors, je vais rebondir sur le sujet des entrepôts Amazon. Est-ce que vous avez déjà visité un entrepôt Amazon en France ? Et vous ? Ouais.
Moi, j'ai vu les documentaires. Moi, j'y suis allé. En France? Ouais, en France. Parce qu'en France, ce qu'on voit, c'est que c'est très peu automatisé au final. Toutes les tâches où on va aller prendre l'objet de votre commande et le mettre dans un bac qui va ensuite être mis dans la bonne boîte qui sera envoyée à la poste, c'est fait par des humains. Et c'est des humains à qui on dit, tiens, en 35 secondes, tu dois aller à étage B, et ensuite on te met la photo de l'objet que tu dois prendre, et tu prends cet objet, tu le mets dans la boîte, et ensuite tu passes au truc suivant. Et c'est un système qui est minuté et qui fait en sorte qu'en 2 heures, une commande passée ait pu être envoyée ensuite. Et c'est 2 heures avec des humains. À votre avis, pourquoi est-ce que ce n'est pas fait par des robots? Ouais. 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 Alors. Alors si, ça, on en a plein en France. On est même plutôt très doués. Alors du coup, c'est une variante de trop cher. Ce système-là, ça marche super bien aux États-Unis parce qu'en fait, les États-Unis, ils ont plein d'espace. Donc il faut des entrepôts qui sont immenses, qui font 10 fois la taille des entrepôts qu'on peut construire en France. Et donc même si les entrepôts qu'on peut construire en France sont énormes, ça coûterait trop cher de faire ce système-là pour un si petit volume. Ce sont des volumes qui sont quand même énormes par rapport aux autres entreprises du e-commerce. Mais les entrepôts Amazon en France, ça reste majoritairement encore humanisé, on va dire. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi à prendre en compte dans l'équation. Absolument. Parfois, l'humain revient moins cher par rapport à la robotique. Et nous, on le voit, nous, on travaille avec des petites et moyennes entreprises depuis 10 ans pour mettre des robots chez eux. Et en général, mettre de la robotique, ça coûte beaucoup plus cher que garder un opérateur. Oui, mais le coût marginal quand même des technologies, dans le temps, il baisse. Donc, de toute façon, c'est assez inexorable. Enfin, à un moment, y a la miniaturisation, etc., qui font qu'à un moment, ça baisse aussi. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis juste que c'est une chose. Si je prends peut-être Amazon, mais ces discounts, par exemple, aujourd'hui, ils ont robotisé leurs entrepôts. Donc, il y a quand même, les technologies deviennent, il y a un coût marginal, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, c'est comme un téléphone. Votre téléphone d'il y a 10 ans, aujourd'hui, ne coûte rien par rapport à ce qu'il coûtait il y a 10 ans. Bon, après, il y a du marketing, etc. Mais voilà, les technologies sont amenées quand même à baisser. C'est pour ça que, oui, c'est vrai aujourd'hui, mais combien de temps ça va durer encore? Il y a une grande différence dans l'industrie par rapport au coût marginal d'un téléphone mobile. C'est qu'en fait, la majeure partie du coût d'intégration d'un robot, c'est du coût humain. En fait, c'est une équipe d'humains qui va aller penser cette intégration dans un système existant qui est l'usine. Un robot, à peu près, ça coûte entre 10 000 € et 150 000 € pour des robots qui sont très technologiques et qui font des choses très précises à très grande vitesse ou qui déplacent des très grosses charges. Mais le prix moyen, on va dire, c'est 40 à 50 000 €. Et par exemple, le prix d'un robot dans un entrepôt Amazon, c'est combien? Le prix d'un robot dans un entrepôt Amazon, c'est confidentiel parce qu'en fait, Amazon a trouvé plus intéressant d'acheter l'entreprise plutôt que de lui acheter des robots. Voilà. Non, ils ont internalisé. C'est pour ça qu'il y a des compétiteurs. Le premier compétiteur s'appelle Exotech, qui est une boîte du nord de la France, qui aujourd'hui équipe Uniqlo, Cdiscount, Decathlon, enfin toutes ces boîtes-là, et gère leurs entrepôts en l'occurrence, parce que Amazon a intégré le système, a repris la boîte effectivement, et elle a intégré, et donc du coup, n'autorise pas que d'autres entrepôts concurrents utilisent cette technologie-là, puisqu'ils l'ont gardée pour eux, donc ils la gardent pour eux. Mais du coup, il y a des concurrents qui se créent, en l'occurrence, qui proposent d'autres solutions, effectivement, mais avec des technologies différentes. C'est des technologies qui sont très très différentes, parce que Exotech, c'est sur du stockage du 3D, vertical, peu adaptable, tandis que le robot Amazon, c'est sur de l'horizontal, très adaptable. Mais du coup, le coût, quand on prend ce robot qui est entre 30 et 40 000 €, en fait, son vrai coût pour être mis dans une usine, c'est on multiplie par 4. Parce qu'il faut des systèmes de sécurité, parce qu'il faut tout un travail d'ingénierie derrière. Et donc, effectivement, parfois, c'est beaucoup moins intéressant de mettre de la robotique que de garder des opérateurs humains. Oui, et puis en fait, on se rend compte que c'est systématiquement le couple robot-humain, ça. Contrairement à la dialectique habituelle du les robots arrivent, les humains disparaissent, quoi. Il y aura toujours de l'humain à côté pour être dans la maintenance à minima, quoi. Tout à fait. Madame, vous avez une question?
le chemin qu'on va prendre. S'il y en a un qui se dessine, ou votre avis sur cette question-là? Je crois que je n'ai pas compris votre question. Ah, pardon. Je recommence, comme ça, il y a le micro en plus. Tout le monde m'entend. Non, cette question que vous avez débattue me fait réfléchir à la taille des entreprises dans ce fameux avenir du travail que vous décrivez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil. Là, on parle beaucoup de l'entrepôt Amazon, qui est une giga grosse entreprise internationale. On a aussi énormément d'autres entreprises qui ne sont pas de la taille d'Amazon. J'ai l'impression que c'est différent. Et donc, quel avenir du travail dans ces configurations différentes, ou quel avenir de ces entreprises de taille différente? La réponse, pour moi, elle est assez simple. Elle est comment ça s'est passé pour la 3e révolution industrielle. Bon, bien sûr, tout n'est pas comparable, mais sur la taille des entreprises, etc., qui sont faites. Rappeler au public donc la 3e, en gros, alors la première, c'est le charbon et le train. Le 2e, c'est l'électricité. Et la 3e, c'est en gros l'informatique, ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et la 4e, c'est effectivement l'intelligence artificielle. C'est un degré un peu supérieur de la 3e. Voilà. Mais en gros, c'est comment ça s'est passé. En fait, la digitalisation de l'économie, puisque c'est ça dont on parle, elle s'est faite partout. Y compris aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné. Et y compris quand on est une TPE et une PME, on est obligé de s'adapter et se digitaliser. Alors certes, les petites entreprises. Oui, pardon. Certes, c'est les grandes entreprises qui ont mené la voie et ont commencé par des systèmes informatiques, les grandes banques, etc., qui utilisaient des ordinateurs, là où les petites PME, elles disaient c'est quoi un ordinateur et pourquoi on l'utilise, et elles étaient encore en train d'écrire sur des cahiers, etc. Mais petit à petit, on voit qu'aujourd'hui, la digitalisation de l'économie, qui est encore en cours, on voit toutes les entreprises s'y mettre aussi, que ce soit des grandes, des moyennes, des petites, d'une manière un peu différente. Et donc pour moi, j'ai pas de réponse, pas de certitude là-dessus en tous les cas, mais pour moi, en tous les cas, à un moment, ça va concerner tout le monde. Moi, j'ai pas mal d'exemples et j'ai suivi pas mal d'artisans et dans des métiers un peu autour de l'artisanat. Donc là, on est sur des toutes petites boîtes. Par exemple, j'ai découvert un pâtissier numérique. Donc c'est un pâtissier. En l'occurrence, c'est une pâtissière qui utilise des imprimantes 3D, donc des imprimantes en 3 dimensions, pour aller imprimer de la nourriture et pour faire des gâteaux. Et ça marche vraiment, c'est-à-dire que c'est une grande imprimante, donc elle la programme, elle remplit ses différentes tubes, etc., par de la chantilly, de la farine, des œufs, etc. Et elle crée du coup derrière des pâtisseries, des gâteaux, etc. Et c'est le robot qui le crée de manière complète. Comme il y a des choses qui existent aujourd'hui avec les horlogers. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est un métier où il faut être extrêmement précis. Voilà, on voit bien quand on crée des montres, là il y a ce qu'on appelle des exosquelettes, donc c'est des bras augmentés qui permettent d'avoir une précision. Mais derrière, il y a toujours un être humain derrière, donc c'est ce qu'on appelle la cobotique, c'est ce mélange entre l'homme et la machine. Et donc on voit qu'y compris dans des métiers comme ça, des métiers d'artisanat, des métiers de terroir traditionnels, etc. En fait, la différence, c'est que la femme ou l'homme, elle va designer, concevoir et être garante un peu des traditions et de la manière de faire, du savoir-faire. Et de l'autre côté, la machine va aider, accompagner. Et donc, sur le coup, pour moi, c'est vraiment dans tous les domaines d'activité. Oui, jeune homme. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où c'est fait par une machine, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est de l'artisanat ? Ah dis donc, ça c'est une super question. Et c'est une super question. C'est vraiment une super question. Eh bien, oui, parce que la machine, on l'a toujours. Si je suis tailleur de bois, par exemple, c'est pas avec mes mains que je taille le bois. À un moment, j'utilise un marteau, j'utilise des instruments pour pouvoir tailler et créer mon objet. Et donc, l'intelligence artificielle, le robot, en fait, c'est juste une technologie qui est avancée, mais qui va permettre quand même de continuer à produire quelque chose qui a été conçu par l'être humain. Et donc, pour moi, c'est une prolongation. Certains diront, ah oui, mais peut-être que le tailleur de pierre, le tailleur de bois, le sculpteur, etc., c'est son imprécision qui fait la beauté de l'objet. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est surtout la vision qu'il a de l'objet et de la manière de le faire. Et s'il est accompagné par un robot,
pour moi, c'est justement perpétuer l'artisanat juste en s'équipant de manière différente. Parce que l'intelligence artificielle, et mes collègues me contrediront si je dis une bêtise, l'intelligence artificielle est encore très bête. Elle a d'intelligence surtout que le nom. Enfin, elle sait faire des choses, elle sait, mais c'est pas elle qui a ces capacités vraiment d'inventer, d'innover des nouvelles choses. C'est pas tant là-dessus qu'on l'attend. Expliquez peut-être pourquoi justement elle est bête. C'est eux, à eux d'expliquer. Sans expliquer si elle est bête ou pas, mais on peut y revenir. Moi, je trouve que la question est excellente. Alors, c'est pas spécialement l'artisanat. Enfin, c'est pas seulement l'artisanat. C'est je dirais, qui décide quand on travaille. On discutait tout à l'heure de l'employé d'Amazon qui a un ordre dans ses oreillettes. Tu vas me chercher l'objet qui est dans la travée A, compartiment B et étage C. Il est quasiment l'outil d'une machine qui lui dit quoi faire et il n'a aucune autonomie dans son travail. Par contre, la pâtissière qui utilise comme un outil une imprimante 3D, c'est quand même elle qui goûte, qui va expérimenter, qui va trouver qu'un gâteau est meilleur qu'un autre, qui va expliquer pourquoi, qui va avoir envie de jouer, qui va expliquer pour sympa. Donc le fait qu'on soit en interaction avec des machines existe dans des tas de situations. Déjà, l'homme préhistorique, il utilisait des cailloux pour faire des trucs, mais ce n'est pas les cailloux qui lui disaient quoi faire. C'est lui qui décidait comment il utilisait son outil, son caillou. Et parfois, des machines, même très sophistiquées, des robots ou des intelligences artificielles, sont des outils. C'est-à-dire qu'il y a un humain qui leur dit ce qu'il veut, qui leur dit quoi faire et qui décide. Et parfois, il y a d'autres situations, si vous avez vu les temps modernes de Charlie Chaplin, où c'est quasiment l'homme qui est l'outil du système ou de la machine. Comme pour Uber d'ailleurs. Mais derrière la machine, il y a aussi un homme. C'est-à-dire que dans le robot Amazon, derrière, il y a quelqu'un qui a codé, qui a défini des règles et un protocole. Donc, dans ce cas-là, on parle dans des boucles infinies. Quoi. Non, mais pour le gars qui bosse, pour le gars qui travaille... C'est au service d'une entreprise. Et voilà, du coup, là, c'est un débat philosophique On différent. a Jonam qui a une question. Oui. Pensez-vous que les hommes sauront s'arrêter à temps? L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les hommes pour compromettre le bien-être des personnes? Alors les hommes oui, mais les femmes non. Qui souhaite répondre à cette question complexe? Je veux bien tenter un début de réponse. Notamment, est-ce que vous savez tous ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que vous savez que vous en utilisez au quotidien? Ouais, vous en utilisez où? Dans vos téléphones. Elles font quoi dans vos téléphones? J'avais une autre question. Les hommes... Est-ce qu'on peut répondre d'abord à la première question et ensuite on va répondre à la deuxième? Alors du coup, elles font quoi dans vos téléphones, les intelligences artificielles? Elles répondent à vos besoins, c'est-à-dire... Ouais. Ok. Ok, donc elles font les recherches Google. Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Elles calculent, par exemple, des produits qui pourraient plus nous plaire ou qu'on est plus susceptible d'acheter. Ouais, absolument. Mais dis donc, vous êtes hyper cultivés, je suis impressionnée. Vous êtes juste Vas-y. Si on joue à des jeux et qu'on n'a personne qui peut jouer, il peut remplacer les personnages. Ouais. Absolument. Voilà. Eh ben, c'est bien, vous avez trouvé plein de types d'intelligence artificielle différents. Monsieur en jaune? Une autre fonction aussi, il y a une jeune demoiselle, fille. en fait. Il y a aussi l'assistance vocale. Oui, absolument. Tout à fait. Et vous avez aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez encore le droit d'aller sur les réseaux sociaux, mais Snapchat, Instagram, TikTok, tous les effets de filtre aussi, c'est des intelligences artificielles derrière. Et ce qu'il y a dans vos GPS aussi. Ça, c'est de la vieille intelligence artificielle d'il y a 50 ans, mais qui est super robuste. Moi, je voudrais rebondir, j'aime pas ce mot-là. On va peut-être répondre à la question du jeune homme d'abord. Répondre à la question, merci. Globalement, c'est plein d'intelligence artificielle. Et ces intelligences artificielles, elles ont été faites pour avoir une solution super bien, super rapide à une question ou à un problème. Mais si vous demandez à votre assistant vocal d'aller vous faire un café, ou si vous demandez à l'assistant vocal de calculer un itinéraire sur Google Maps, elle ne saura pas faire. Et globalement, c'est à peu près l'état de l'intelligence artificielle qu'on peut avoir dans le grand public aujourd'hui. Et elles sont assez stupides. Il existe dans la recherche des intelligences artificielles qui sont un peu plus intelligentes,
Mais celle-ci, elle consomme tellement de ressources qu'il faut vraiment se poser la question si oui ou non c'est intéressant de continuer sur ce champ d'application-là, vu qu'à chaque fois qu'on fait une recherche pour savoir si un chat est bien un chat sur une photo, ça fait cramer la banquise. C'est en très très rapide et très 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 vulgarisé. Et la deuxième question du Et la deuxième question, du coup Dans le futur, les intelligences artificielles pourront être peut-être très intelligentes. Et est-ce qu'elles vont remplacer totalement l'homme ? Mais totalement, et du coup, comme l'homme va demander à des robots de faire un truc, est-ce que l'homme va perdre son savoir-faire ? Genre la pâtisserie, il va demander à un robot de faire la pâtisserie, mais l'humain ne sait pas faire la pâtisserie. Il n'y a que le robot qui sait. Alors, je sais pas si tu as ça dans ton entourage, mais est-ce que tu as un KitchenAid, un Cookéo ? Non. Ouais, ou un Thermomix. Ah oui. Ouais, Thermomix, c'est bon. Voilà. Thermomix, vous mettez les ingrédients dedans, vous suivez la recette, vous appuyez sur les boutons. Est-ce que ça vous empêche de savoir faire une omelette ou cuire des pâtes ? Oui. Moi, oui. Ouais. Ce que ça fait le Thermomix, et c'est super bien, parce que c'est une intelligence artificielle qui est très très bête, très vieille, mais qui marche super bien, ça aussi. Ça vous permet d'avoir accès à de la cuisine tout en vous laissant le temps de faire autre chose. Et tout en permettant aux gens qui ne savent pas faire la cuisine de quand même se faire des bons petits plats. Moi, j'ai une amie qui détestait faire la cuisine. Elle s'est acheté un Thermomix, maintenant elle se fait des petites soupes maison et elle fait des petits plats. Et comme ça, elle peut s'occuper de ses 2 enfants pendant que le Thermomix est en train de faire la cuisine. Et en fait, c'est une question de choix. Est-ce qu'on a envie de faire la cuisine ? Dans ce cas-là, oui, on l'a fait. Est-ce qu'on a envie de faire autre chose et peut-être de s'occuper de sa famille, d'apprendre une nouvelle compétence ? Et bien dans ce cas-là, le Thermomix, il peut aller faire la cuisine. C'est vachement bien. Pardon, je crois que la question que vous avez posée, ça dépasse les problèmes de Thermomix. C'est une inquiétude sur qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va contrarier ce que font les hommes ? Alors d'abord, le terme intelligence artificielle, c'est du marketing. Hein. C'est une machine qui exécute un programme et ça fait un comportement impressionnant d'efficacité, donc qui nous donne une impression d'intelligence. Mais quand votre correcteur d'orthographe corrige vos fautes, il n'est pas intelligent. Il regarde juste à quoi ça ressemble le plus comme mot correct et il met le mot correct qui ressemble le plus à ce que vous avez écrit et parfois il met n'importe quoi. Mais effectivement, on peut aller très loin dans programmer des comportements. Je peux, si je suis un dictateur d'un pays totalitaire, programmer une armée de drones pour aller tuer les gens qui sont dans ma base de données comme des opposants politiques. Je peux le faire. Mais de même que si j'ai une Kalachnikov, je peux vous tuer tous en 3 secondes en balayant la salle. Donc oui, la puissance de certains systèmes informatiques sophistiqués est une puissance énorme. On ne peut pas garantir, et c'est une vraie question, qu'elle sera toujours utilisée à des objectifs à bon escient. Et effectivement, des gens puissants, parce que régnant sur un État totalitaire ou ayant un gros compte en banque, peuvent faire fonctionner un outil, quel qu'il soit, que ce soit un robot, l'intelligence artificielle ou n'importe quoi, ou jadis, ils recrutaient des mercenaires pour aller tuer leurs voisins ou pour envahir le pays voisin. C'est sûr que la puissance de la technologie peut être utilisée à ça aussi, que ce soit l'intelligence artificielle, des robots, ou n'importe quoi. Si on donne une pelle à un homme des cavernes, il y en a qui va s'en servir pour creuser un trou plus efficacement et l'autre pour taper sur le voisin parce qu'effectivement ça marche mieux qu'avec le gourdin. Donc on a ce problème pour toute prothèse technologique, que ce soit un silex que tu ramasses par terre, une pelle qu'on te donne ou un système de reconnaissance faciale, de drones et d'intelligence artificielle très sophistiqué. Donc il y a un vrai problème de contrôle de l'usage des technologies et éventuellement d'interdiction ou de limitation de certains usages. Mais je crois que ça allait encore plus loin, sa question. Je pense qu'il imaginait vraiment le scénario dystopique où l'intelligence artificielle prendrait le contrôle et s'autonomiserait totalement par rapport aux hommes. J'aurais beaucoup plus confiance dans une intelligence artificielle bien programmée par des hommes bien éveillants, lui donnant, comme de les romans de science-fiction d'Asimov, des consignes. Tu es là pour être bienveillant, respecter la vie humaine et tout,
qu'entre une intelligence artificielle beaucoup plus sommaire aux mains de Vladimir Poutine. Donc, ce qui me gêne moins, c'est la capacité... Dedans. Comment ? C'est ce qu'on va mettre dedans, quoi. Oui, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et effectivement, comment est fait le programme, dans quelles intentions, quelles sont les limites qu'on lui donne. Aujourd'hui, par exemple, il y a une doctrine dans l'armée française, on saurait parfaitement aller tuer quelqu'un avec un drone et le faire automatiquement en disant « Ah, celui-là, il a une sale tête, je pense que c'est un ennemi, je tire dessus ». Bon, aujourd'hui, au moins dans l'armée française, on ne peut pas tuer quelqu'un sans qu'il y ait une intervention humaine qui valide « Oui, c'est un ennemi, oui, c'est quelqu'un de nuisible qu'il faut abattre ». Il y a des pays qui peuvent programmer les mêmes systèmes d'armes de manière différente en disant bah non, du moment qu'il a l'air d'un ennemi, même à 60%, tu le flingues et on continue à jouer. Même si la probabilité n'est pas à 100%. Voilà. Et au final, ce n'est pas la technologie le problème, ce sont les humains qui sont derrière, voilà. Qui l'a créé, comment et comment est-ce qu'on s'en sert ensuite. Ça, c'est pour toute technologie. On n'a pas eu besoin de technologie très sophistiquée pour éradiquer une partie de l'humanité. Juste pour résumer, une intelligence artificielle créée par des programmateurs bienveillants, même si elle doit prendre des décisions malgré moi, me fait moins peur qu'un outil plus sommaire entre les mains de gens moins bienveillants. Il y avait d'autres questions, hein ? Ouais, monsieur ? Moi, je voudrais revenir sur les propos de tout à l'heure. Vous avez dit que l'intelligence artificielle était relativement contrôlable, bête, etc. J'en veux pour exemple le jeu de Go. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go. C'est un jeu très ancien qui est pratiqué essentiellement en Chine, au Japon et en Corée, avec un système de joueurs professionnels. C'est un jeu très répandu dans ces pays-là, un peu moins en Europe, mais enfin, ça existe aussi. Et on a mis très longtemps à mettre au point un programme qui jouait au Go correctement. Et on a fini, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Google qui a fait ça, par un programme qui a battu à plat de couture les meilleurs joueurs du monde. Et quand on dit que l'intelligence artificielle est relativement contrôlée, j'en suis pas tout à fait sûr, puisque ce programme, d'une part, on lui a donné juste les règles du jeu, dans sa dernière version, pour qu'il arrive à ses fins. Et on est incapable, y compris les programmeurs qui l'ont conçu, incapable de savoir ce qu'il allait jouer dans la partie, à tout moment. C'est-à-dire que c'est fait avec des réseaux de neurones, des choses, on ne sait même pas comment ça marche. Voilà, donc d'une part, les résultats sont spectaculaires, à tel point que le jeu des meilleurs joueurs de Go professionnels a changé drastiquement en fonction de ce que jouait le programme. C'est-à-dire que le programme a réussi à apprendre des nouveaux coups à des gens qui étaient des joueurs professionnels de haut niveau, d'une part, et d'autre part, le fait que le jeu est très ancien, on pensait avoir tout compris là-dessus, mais en fait, pas du tout. Donc, en fait, on peut considérer au travers de cet exemple que, d'une part, l'intelligence artificielle peut mener à des choses inattendues, que ce n'est pas contrôlé totalement, même partiellement, éventuellement, par les gens qui l'ont conçu, et donc, c'est quand même une source de surprise. C'est pas si bête que ça. On est alors c'est vrai, beaucoup plus loin que ça encore, hein, que le jeu de Go. Hein. Bon, il y a les échecs. Non, mais les échecs, c'est vieux. Les échecs, c'est plus simple parce que pour battre un joueur aux échecs, il a suffi à l'ordinateur d'apprendre tous les coups possibles et de leur mettre des probabilités de succès. Le jeu de Go, il y avait une combinaison qui était effectivement beaucoup plus grande. Par contre, je n'irai pas dans votre sens, parce que la grande différence entre l'ordinateur qui a battu Lycidol au Go et Lycidol, c'est que Lycidol, pour gagner au Go, il lui faut 3 tasses de café. L'ordinateur, pour gagner au Go, il lui faut une puissance de calcul qui est 3 fois celle du CEA en France. Oui, mais la puissance de calcul, ça fait qu'augmenter. Un jour ou l'autre, ce sera... Certes, mais c'est une puissance de calcul et une dépense énergétique aussi qui est en corrélation avec son résultat. C'est-à-dire que si on lui avait donné l'accès à la même capacité d'énergie, 3 feuilles de salade et un café que Lycidol... Oui, mais 3 tasses de café, je ne suis pas d'accord, parce que Lycidol, il a quel âge? Lycidol, il a 30 ans, 25 ans, je ne sais pas exactement, mais si vous comptez toute l'énergie qu'il a absorbée depuis qu'il est né, y compris pour jouer au Go, on n'est pas à 3 tasses de café, on est à bien plus que ça. Hein. Alors, je voudrais donner 2 précisions, parce que c'est très intéressant. Bon, alors, effectivement, je confirme, le Go est un jeu beaucoup plus compliqué pour les ordinateurs que les échecs, parce que les échecs, il y a une combinatoire qui fait que pour avoir 3 coups d'avance, 4 coups d'avance, 5 coups d'avance, c'est beaucoup moins difficile qu'au Go.
Alors, je voudrais faire un petit cocorico quand même. Tout le monde connaît cet exploit du jeu avec un Go 15 cases par 15 cases, qui a été... Non, 19, le Go 19 par 19, donc, où le champion du monde a été battu par la machine. Je voudrais quand même dire que la première machine qui a été capable, alors sur un petit jeu de Go 9 par 9, donc un problème beaucoup plus simple de battre le meilleur champion français, a été faite au laboratoire d'informatique d'Orsay, à côté de chez nous. Et bon, après, avec des puissances de calcul fabuleusement plus grandes et des tas d'astuces de programmation, les gens de Google sont arrivés à l'échelle d'après. Mais oui, le comportement d'une machine peut réaliser ce qui demande énormément d'intelligence à un humain, qui lui le fait par son intelligence. Le fait qu'il faille beaucoup d'énergie, je ne sais pas si on disait demain, je reprends l'exemple de tout à l'heure à Poutine, il va falloir l'équivalent de la production de 5 centrales nucléaires pour trouver la bonne combinaison pour embêter les Ukrainiens, si ça lui ferait chaud ou froid. Et je rappelle que l'énergie, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas limitée. La Terre reçoit aujourd'hui 9000 fois plus d'énergie que ce que consomme toute l'activité humaine. Ce qui est limité, c'est notre capacité à envoyer du CO2 dans l'atmosphère, où il faut faire gaffe. Mais l'énergie, on en a largement... Enfin, ça sera passé à la limite. On a encore une question Pour revenir à un sujet qui est totalement différent de celui duquel on parle depuis quelques minutes, pour revenir sur les propos de M. Hazard, tout à l'heure, je parle encore d'Amazon, qui disait que l'homme qui faisait un travail de labeur et qui faisait mal au dos n'aurait plus à se faire mal au dos. Mais, enfin, à peu près ça, je crois. Excusez-moi si je me trompe. Ah, c'est très bien. Mais ça voudrait dire qu'à partir que cet homme, s'il a travaillé et s'il se fait mal au dos, ça serait pour gagner de l'argent et pour pouvoir éventuellement nourrir sa famille. Mais donc ça veut dire qu'à partir du moment si une machine le remplace, qu'adviendra-t-il? Et peut-être que vous parliez de formation. Peut-être qu'il ne sera pas apte à pouvoir faire ces formations d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est une super question. Ça résume très bien tous les enjeux, en fait. Tous les enjeux, c'est exactement ça. En fait, la certitude, c'est qu'on peut discuter de quels emplois vont disparaître, etc. On ne le sait pas exactement. On n'a pas de certitude sur tous les emplois qui vont disparaître. Ce qu'on sait, et ce sur quoi moi je m'appuie, sur les différentes révolutions, celles d'avant-industrielles qui existaient. Avec chaque révolution industrielle, il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits parce que les technologies font que on va plus avoir besoin de certains services, produits qui sont remplacés par d'autres. Donc ça, c'est une certitude. Il y a aujourd'hui, dans les études, des études qui montrent qu'il y a des dizaines de millions d'emplois. On n'a absolument aucune idée de combien, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui vont être détruites. Mais historiquement, il y a deux choses. Historiquement, il y a plus d'emplois généralement qui sont créés que d'emplois qui sont détruits. C'est ce qu'on appelle, c'est un économiste autrichien, Schumpeter, qui appelle ça la destruction créatrice et qui a montré que avec chaque révolution industrielle qu'il a connue et qu'il a vue, à chaque fois, les innovations font que on va créer plus de choses. Par exemple, les gens qui avant, vous savez, il y avait des gens qui étaient standardistes. Derrière, on disait Élysée 4227 et il y a quelqu'un qui branchait le fil pour vous mettre en ligne avec une autre personne qui allait décrocher. Ça n'existe plus puisque maintenant on appelle son téléphone et c'est automatique via satellite, via liaison, etc. Mais il y a plein d'autres métiers qui sont créés autour de la téléphonie, du téléphone mobile, etc. Que ce soit le service client, le vendeur, le marketeur, celui qui fait la communication, les ingénieurs qui créent les réseaux, qui construisent les tours, etc. Donc généralement, il y en a plus. Et pour ajouter quelque chose, un point là-dessus, c'est que les pays qui aujourd'hui sont parmi les plus robotisés, comme le Japon et l'Allemagne notamment, c'est-à-dire ceux qui ont un pourcentage de robots
plus important que d'autres pays, notamment plus qu'en France, par exemple, ou quoi. Ils ont un taux de chômage qui est inférieur au nôtre. Donc il n'y a pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais ça veut dire juste qu'il n'y a pas automatiquement un problème avec les nouvelles technologies. Qu'aussi, on peut essayer de créer de nouveaux emplois, créer des nouvelles industries, et il faut former les gens. Et les gens, ils sont, je pense qu'on est tous capables, finalement, de travailler dans plein de secteurs différents. Mais il faut pouvoir se former et avoir des manières de se former qui sont différentes, retravailler sur des pédagogies différentes. Et donc, bien évidemment, le but ultime, c'est exactement ce que tu dis, c'est cette question-là, c'est de toute façon, il faut réfléchir pour que les gens qui avaient du boulot pour nourrir leur famille, demain, ils aient encore du boulot ou une activité pour nourrir leur famille aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sachant qu'il y a deux choix. Soit on dit on préserve les emplois à tout prix et on ne bouge pas, mais ça, je ne pense pas que ça marche. Soit on travaille sur la formation, et ça, c'est très important de travailler là-dessus. Alors, je voudrais... ce qu'a dit Nicolas est vrai. Oui, on parlera des autres questions aussi, mais je pense que, OK, à chaque révolution, on est revenu après au plein emploi. Parfois, il y a eu 2 générations sacrifiées et des familles entières qui ont été dans la mouise de la France, c'est pas flamboyant pendant longtemps. Donc, effectivement, ça peut bien se passer à long terme. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer à court terme. Donc, quand il y a une grande révolution technologique, il y a 3 questions, comme celle qu'on connaît. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont, au moins dans un premier temps, perdants. C'est-à-dire le gars qui était bien content de travailler chez Amazon parce qu'il n'avait pas de meilleure solution et qui perd son job, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Parce que c'est peut-être pas pour le plaisir de se casser le dos qu'il était allé travailler chez Amazon. Donc il faut, mais Nicolas l'a dit, l'aider et lui trouver une solution. La deuxième question qui se pose, c'est qui va bénéficier de l'énorme richesse produite par ces méthodes de production plus efficaces. Et là, il n'y a pas de déterminisme historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses, toute la société a bénéficié des améliorations de productivité, les inégalités se sont réduites, les plus pauvres se sont enrichis. En revanche, depuis les années 80, le supplément de richesse produite a largement profité aux investisseurs et les inégalités se sont ont de nouveau augmenté. Donc avoir une transition technologique aussi rapide devant nous pose la question de qu'est-ce qu'on va faire pour limiter les dégâts. Et enfin, la troisième question, et ça rebondit sur ce que vous disiez sur la consommation énergétique, c'est si on a la même possibilité de consommer en passant beaucoup moins de temps au travail, qu'est-ce qu'on va faire du temps libre? Et si j'ai de l'argent et du temps libre parce que les robots font le boulot à ma place et que je vais passer un week-end à Agadir à faire du jet ski, l'impact sur les émissions de CO2 et sur le climat n'est pas le même que si je vais randonner dans la forêt de Fontainebleau. Donc, il y a une énorme question qui se pose sur ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est très bien expliqué dans l'effet à côté, dans la salle à côté. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Est-ce que ça va créer encore plus de pression environnementale sur la planète? Ou au contraire, est-ce que je vais aller jouer au foot ou faire de la musique avec des copains, ce qui n'aggravera pas tellement ma consommation de CO2? On a une dernière question. Après, il va falloir clore le débat. Ah, vas-y. Est-ce que vous placez l'écologie dans votre projet de robotisation? Toujours. Justement, on était au cœur du sujet, là. Je disais, oui, tu as raison de le poser, parce que c'est la question fondamentale. Au rythme actuel, le GIEC nous a dit qu'on peut encore continuer à émettre comme on émet pendant 10 ans. Donc c'est effectivement l'urgence principale. Comment vivre le moins mal possible sans polluer la planète. Et les intelligences artificielles, les robots, c'est les outils, on l'a dit des tas de fois, on peut l'utiliser pour des tas de trucs. Donc est-ce qu'on les utilise avec comme préoccupation de réaliser les mêmes productions sans émettre trop de CO2? Donc ça veut dire qu'il y a certaines solutions. Jade parlait d'éviter de faire trop de jeux de Go avec, ou trop de trading de Bitcoin, ce qui est une activité très utile en émettant plein de CO2. Oui, ça va devenir un critère pour toutes les activités humaines. Ça dépasse largement le problème de l'intelligence artificielle et de la robotique. Mais comme toute nouvelle possibilité technique,
on peut les mettre au service de mieux programmer la logistique, de mieux programmer les trains. Quand tu fais du covoiturage par Blablacar, une autre solution, tu fais en sorte qu'une voiture transporte 4 personnes au lieu d'une, tu réduis l'empreinte CO2 pour la même fonctionnalité de gens qui ont voyagé, grâce à de la technologie intelligente qui a permis de mettre les gens en relation. Donc les mêmes technologies, ça peut avoir des conséquences climatiques nuisibles ou au contraire aider à résoudre le problème. Je vais rebondir sur ce que nous on fait au quotidien. Tu voulais rebondir aussi? Pour dire merci. Oh, pardon. Non, il voulait dire merci, il est poli. Je vais rebondir sur ce que nous faisons au quotidien. Nous, on accompagne des petites et puis des moyennes entreprises sur la robotisation. Et en fait, à chaque fois, s'ils viennent vers nous pour se robotiser, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc déjà, plus personne ne veut travailler dans l'industrie, parce que l'industrie actuellement, c'est un peu compliqué. Et surtout, à chaque fois qu'on propose une solution avec du robot dedans, on va toujours leur faire une partie de ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire comment est-ce que le robot il a été produit, dans quelles conditions, comment est-ce qu'il va être installé, quelle énergie il va consommer, qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi pour sauvegarder les emplois. Et ensuite, une fois que ce robot il aura fini d'être utilisé d'une telle manière par une entreprise, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser différemment. Donc on fait toujours cette analyse-là, et au final, on va dire, c'est pas seulement l'écologie qui est préoccupant dans les accompagnements qu'on fait, c'est les aspects humains, les aspects énergétiques, et puis les aspects aussi derrière de comment est-ce qu'on va pouvoir réutiliser des technologies qui sont déjà en place, ou comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser la réutilisation de ce que nous, on va aller ajouter. Alors, c'est une vraie problématique des industriels. Absolument. On va peut-être faire un petit jeu juste pour finir. On va prendre quelqu'un qui est sûr du métier qu'il veut faire, et nos deux experts, ils vont nous dire à quoi ressemblera ce métier dans 20 ans quand vous aurez l'âge de l'exercer. Il y a 20 ans, on n'était même pas capable de prédire le e-sport et le streaming en ligne, alors je suis pas sûre. On va essayer. On peut jouer les prophètes quand même, on est là pour explorer le futur. Hein. Alors, merde, pardon. Chirurgien. Chirurgien. Alors, chirurgien, on a commencé à voir que clairement, c'est une des professions qui va être la plus bouleversée. Donc, je vous laisse répondre un peu sur la chirurgie. On en a déjà discuté. Non, la chirurgie dans 20 ans je crois qu'on l'a bien dit. Certaines tâches que font le chirurgien aujourd'hui vont être modifiées. Et notamment certains gestes techniques ou travailler sur des trucs microscopiques, ils pourraient être soit très assistés, voire même dans certains cas remplacés par un robot. Mais un chirurgien, même si c'est actuellement quelque chose une caractéristique remarquable de ses savoirs, il ne fait pas que de la couture très très fine de tuyaux dans le corps. Il comprend ce qui ne va pas, il décide de ce qu'il faut opérer, de ce qu'il faut couper, de ce qu'il faut laisser. Il a toute une relation avec le malade pour savoir, par rapport au problème du malade, est-ce qu'il a envie qu'on intervienne un peu, beaucoup? Est-ce qu'il est prêt à accepter de prendre des risques ou est-ce qu'il veut qu'on lui fiche la paix? Je pense qu'il y aura encore des chirurgiens, mais c'est vrai que si on prend l'étymologie de chirurgien, chiros, c'est la main, c'est peut-être pas la main du chirurgien qui sera l'organe le plus important dans son activité, ça sera peut-être son cerveau, contrairement à ce que son nom désigne aujourd'hui. Et je dirais même, le rayon d'activité ne sera pas juste l'hôpital du chirurgien, mais ce sera la planète entière. Un dernier métier qui est sûr de ce qu'il veut faire dans... Mademoiselle? Ah bah oui, ingénieur dans les énergies renouvelables. Alors ça, dans 20 ans, on met le curseur sur quoi à fond? Sur le prix Nobel. On vise le prix Nobel dans 20 ans. Un ingénieur, ça ne vise pas un prix Nobel, ça vise à faire un truc qui marche et qui trouve une solution à un problème. Un peu d'ambition aussi. Absolument. Non, mais prix Nobel, c'est pour la science. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a de très bons ingénieurs prix Nobel et des prix Nobel qui s'intéressent beaucoup à la technologie. Mais ça, c'est typiquement le genre de problème qu'on continuera à avoir, de voir comment modifier les systèmes, comment
utiliser un maximum d'intelligence humaine pour trouver des solutions aux problèmes d'environnement et pour exploiter au mieux les énergies renouvelables. Je rappelle que des énergies renouvelables, on en a. La Terre reçoit 9000 fois plus d'énergie du Soleil aujourd'hui que ce que mobilisent les productions humaines. Donc c'est vraiment, on en a plein, mais pas au bon endroit et on ne sait pas la récupérer comme il faut. Donc il y a du boulot pour les ingénieurs et pour longtemps. Ouais, je pense que ça c'est un métier. Chirurgien et ingénieur en énergie renouvelable, je crois qu'il y aura du taf. Eh ben, on va rester sur cette super conclusion très optimiste. Merci à vous tous d'avoir été aussi attentifs et pour vos questions. Merci à vous. Merci à nos experts, Thierry, Jade. C'était un plaisir de débattre avec vous de cette problématique passionnante. Et merci à la Cité des sciences et de l'industrie pour son accueil. Donc je disais oui. Merci à vous pour ce débat et puis merci à vous tous là parce que vous êtes effectivement super investis, super concentrés. Et donc vous pouvez peut-être prendre une petite pause et puis on va ensuite diffuser le film Les coursiers de la République qui dure 30 minutes, je vous rassure, il n'y en a pas pour trop longtemps. Et il y a une chercheuse qui vient d'arriver, qui viendra vous discuter avec vous de ce nouveau métier. À tout de suite, c'est au même endroit.